Bonjour et rebonjour pour ceux qui étaient déjà là tout à l'heure. Nous, la prise de conscience environnementale dans l'entreprise, on l'a depuis une quinzaine d'années. Et en réalité, moi, il y a eu un événement très structurant qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait qu'en tant qu'entrepreneur, on agisse profondément. C'est en 2008, quand on a fait construire notre bâtiment et on allait mettre le premier coup de pelleteuse pour faire émerger ce projet industriel sur lequel on travaillait depuis 6 mois. Et ça devait être un très beau jour. Et en fait, je l'ai vécu comme un très mauvais moment, très pénible. Parce qu'en fait, le parc sur lequel on se trouve est un parc qui appartenait avant, qui était utilisé pour de l'agriculture. Et quand la pelleteuse a mis le premier coup de pelleté, j'ai vu en fait ce godet plein de terre et j'ai vu des vers de terre. Et j'ai réalisé qu'en fait, à ce moment-là, je m'étais approprié 4000 mètres carrés juste parce que je l'avais payé avec de l'argent. Et je me suis dit, mais qui tu es pour t'approprier ça, pour le massacrer, pour l'artificialiser, alors que la nature, en réalité, a-t-elle réellement un prix ? Alors, on a quand même conduit nos travaux, notre projet a quand même émergé. Néanmoins, on a consacré une dizaine d'années à essayer de compenser l'artificialisation par tout un tas d'actions. Donc assez rapidement, on s'est rapproché d'une association. Alors, c'est des démarches, déjà, je le dis tout de suite, qui sont très peu coûteuses, qui sont très fédératrices et qui ont beaucoup de sens. Nous, on avait la chance d'avoir une association qui s'appelle la CPN. C'est une association qui vise à protéger la nature, qui est surtout destinée au public enfant, mais qui aujourd'hui se tourne vers les adultes, parce qu'il y a tout à apprendre aux adultes aussi en matière de biodiversité. Et qui est venu nous accompagner sur une journée de team building, donc un samedi très froid de novembre. L'association est venue à l'entreprise et on a planté des haies d'essence normande, on a fabriqué des nichoirs à mésanges, des nichoirs à chauves-souris. Nous, on avait fait, parce qu'on a une gestion des eaux pluviales très très approfondie sur le parc sur lequel on se trouve. On a un cahier des charges très drastique, mais on a planté cette mare de récupération des eaux pluviales qu'on nous avait imposée et que je voyais comme un coût à ce moment-là et qui en réalité aujourd'hui est un vrai bénéfice parce qu'on a laissé Dame Nature s'y installer et on a un vrai écosystème autour de cette mare qui par ailleurs nous évite bien des inondations. On a planté une prairie fleurie, ce qui nous a permis il y a 3 ans de pouvoir installer des ruches. Donc aujourd'hui, on a des ruches, des abeilles qui butinent nos fleurs, qui nous permettent de produire du miel que je peux offrir à mes clients. Et en fait, on a vraiment l'impression d'avoir circularisé quelque chose, d'être sur quelque chose d'assez vertueux. Au-delà de ça, on fait travailler un apiculteur à qui j'ai confié cette mission-là parce que je n'ai pas d'apiculteur dans mon entreprise de 35 salariés. Et c'est un apiculteur normand. J'ai eu du mal à faire passer le message auprès de mon prestataire qui entretient mes espaces verts, comme quoi il y avait des espaces qu'il fallait laisser à la nature. Au début, il m'a regardé avec des gros yeux en me disant « mais on n'a pas le droit de tondre la pelouse ». Je dis non, à certains endroits, en fait, on va juste la tondre à l'entrée du parking, parce que voilà, c'est là où on accueille les clients. Mais toute la zone qui est derrière l'entreprise et qui l'entoure, en réalité, mes clients, ils n'en ont absolument rien à faire. Donc pourquoi est-ce qu'on irait la tondre ? Laissons-la à Dame Nature. Donc on a laissé les graminées pousser. On a pu planter des arbres fruitiers qui donnent beaucoup du coup parce qu'on ne tond pas la pelouse. Dans la mare, on a découvert qu'on avait des poissons. Et d'ailleurs, je me suis demandé comment ils étaient arrivés là. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'en fait, c'était les oiseaux qui amenaient les larves de poissons. Et c'est comme ça que je pouvais avoir des poissons et des grenouilles dans ma mare. Et aujourd'hui, on a tout un écosystème qui s'est installé, qui est absolument magnifique. C'est bucolique. Au printemps, c'est incroyable parce qu'on a des fleurs partout à l'arrière de l'entreprise. C'est vraiment très, très beau. On a juste fait un petit chemin. La tondeuse a juste le droit de passer pour faire un chemin pour qu'on puisse aller s'y balader, pour qu'on puisse aller s'y ressourcer. Et ça a été quelque chose d'extrêmement bénéfique parce que finalement, on s'est rendu compte que même si on avait artificialisé 1500 mètres carrés, on a quand même laissé 1000 mètres carrés, outre le parking, à Dame Nature et on le laisse vivre sa vie sans y toucher. Alors au-delà de ça, je fais des économies en termes d'entretien. Ça nous a permis également d'installer un composteur. Donc on a l'année dernière fait installer un composteur de proximité. Mes salariés ont un petit seau d'une dizaine de litres et ils peuvent ramener leurs déchets organiques de chez eux et on met tous les déchets organiques de la restauration de l'entreprise dedans. Et ce composteur nous permet de récupérer tous les 6 mois du compost
Et ce compost, on l'étale justement à l'arrière de l'entreprise avant justement de ressemer les fleurs de printemps. Et donc on est vraiment sur quelque chose d'ultra vertueux, puisque aujourd'hui la fin d'assiette d'un salarié qui n'a pas mangé va dans le composteur, devient du compost qui nourrit la terre, qui permet de faire des fleurs qui sont butinées par les abeilles qui nous produisent du miel pour nos clients. Donc là on circularise encore plus finalement, et on réduit nos déchets significativement, puisque depuis qu'on a mis notre composteur en place, on a épargné 1 tonne. Pourtant on n'est que 35 salariés, on est une PME. C'est 1 tonne de déchets organiques qui ne sont pas partis à l'incinération et qui auraient généré une consommation énergétique importante. Moi, mon entreprise, elle est en zone du Havre. Et nous, c'est de l'incinération. On n'enfouit pas, nous, c'est incinéré. Et donc, on aurait incinéré 1 tonne de déchets organiques. L'année dernière, on a épargné ça. Alors, on peut se dire 1 tonne à l'échelle de tout ce que les déchets sont émis des entreprises, c'est pas grand-chose. Mais si toutes les entreprises le font, en fait, ça devient quelque chose de significatif. C'est un peu... la théorie du colibri, de se dire je fais ma part en fait. Et même si c'est une petite part, toutes ces petites parts mises bout à bout en fait font vraiment la différence. Et surtout, je me suis rendu compte que mes clients me questionnent assez souvent, assez régulièrement, parce que quand ils arrivent, il y a l'hôtel à insectes à l'entrée de l'entreprise. Alors c'est un peu marketing, même s'il y a du monde dedans quand même, mais néanmoins ça les fait se questionner sur notre démarche et notre engagement. À l'entrée, on l'affiche, on est une entreprise qui s'engage pour la biodiversité. Et contre toute attente, on me questionne très souvent et de plus en plus sur c'est quoi notre engagement, ce qui me permet d'expliquer à mes clients ce que je suis en train de vous expliquer et qui fait vraiment mouche. Et je vois typiquement la nouvelle génération d'acheteurs qui sort de l'école, qui sont des jeunes qui sont en quête de sens, qui travaillent parfois pour des industries avec lesquelles ils ne sont pas totalement alignés en termes de modèle économique et de modèle sociétal. Et quand ils vont à la rencontre de fournisseurs avec lesquels ils travaillent, qui sont engagés, je sens un grand niveau de réceptivité. Et j'ai vu, moi, ces 3 dernières années, ma relation aux achats profondément changer grâce aux actions qu'on mène en termes d'environnement et d'écologie. Le fait que le client il reparte avec son petit pot de miel et qu'il ait eu toute l'histoire, le pourquoi, notre engagement, change complètement le regard qu'il porte à l'égard de notre entreprise. Et même si, in fine, on sait tous que le prix et le délai sont un petit peu ce qui fait la différence, néanmoins, son engagement et son envie de nous défendre vis-à-vis de sa hiérarchie ne sera pas du tout la même. Parce que là, il va y mettre vraiment son affectif. Et encore la semaine dernière, je remettais un marché annuel à un client qui représente plusieurs centaines de milliers d'euros dans mon portefeuille. Qui est un nouvel acheteur que je ne connaissais pas, qui en partant m'a dit « mais je suis tellement heureux de savoir que j'ai une entreprise comme la vôtre dans mon panel fournisseur, vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir ». Et en fait, quand il est reparti, je me dis « mais on a tout gagné ». Alors qu'à la base, on ne l'a pas du tout fait dans ce but-là, parce que j'avais jamais imaginé que la biodiversité pourrait avoir un impact dans ma relation avec un acheteur industriel, et en réalité, complètement. On a voulu aller plus loin, alors quand on a mis en place ces actions-là, on a voulu décarboner. Donc j'ai voulu installer du photovoltaïque. Je suis passée par un cabinet de conseil parce qu'il y a 10 ans, le photovoltaïque faisait très peur. Il y avait beaucoup de charlatans sur la place. On ne savait pas trop en termes de durabilité, de maintenance, de risque, incendie, de capacité que notre structure aurait à pouvoir supporter 100, 200, 300 mètres carrés de photovoltaïque. On s'est beaucoup questionné. Et le rapport a conclu qu'en revendant à EDF l'électricité, on faisait un investissement neutre. Donc, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Fabriquer des panneaux photovoltaïques avec des métaux rares dessus pour que finalement il n'y ait pas de ROI, ou du moins ROI très long, et un projet finalement faiblement décarboné, ça avait assez peu d'intérêt. Et puis j'ai découvert il y a quelques années qu'on pouvait faire de l'autoconsommation. Et ça, c'est quelque chose qui était important pour moi parce que dans l'autoconsommation, j'ai l'impression d'être acteur de mon énergie et de savoir que je la produis localement. Et qu'elle ne vient pas, parce que nous sur le Havre on a longtemps eu une centrale à charbon et c'était une centrale à charbon il y a encore 5 ans qui alimentait l'électricité du Havre. Enfin, c'est complètement dingue et ça je suis sûre que la plupart des Havrais ne le savaient même pas et mon fournisseur d'électricité avait beau me dire que 15% de mon électricité était verte, en réalité l'électron il prend le chemin le plus court, donc forcément il venait de la centrale électrique EDF qui était sur le port du Havre. Et c'était clairement du greenwashing que de me faire croire qu'une partie de mon électricité que j'achetais était verte. Et donc le seul moyen qu'on a de contourner ce greenwashing des grands faiseurs d'énergie, c'est de produire son énergie soi-même. Et c'est devenu accessible.
Et on a d'abord essayé d'implanter ça sur notre toiture existante. Malheureusement, on n'avait pas le dimensionnement des fondations et la charpente pour pouvoir supporter un tel poids. Et on a profité de notre extension que nous faisons là de 800 mètres carrés pour intégralement couvrir le toit. Alors, dans les faits, on ne peut pas tout couvrir parce qu'il y a des exutoires, il y a du désenfumage. Il faut laisser passer des allées pour pouvoir faire l'entretien et la maintenance. Sur 770 mètres carrés, en réalité, on couvre 600 mètres carrés de photovoltaïque, ce qui me permet, moi, de couvrir 40% de ma consommation électrique, en se basant sur les hypothèses de la météo, bien entendu. Et puis, en intégrant une PMO, donc une personne morale organisée avec d'autres acteurs de mon territoire, il y en avait un juste avant moi qui était là, Green System. Eux, ils ont de l'ombrière et l'idée, c'est d'associer nos champs photovoltaïques existants et futurs pour mettre en commun notre électricité sur vraiment un territoire tout petit, puisqu'une PMO peut se faire sur un territoire de 2 km. Donc, je suis allée mobiliser les dirigeants qui sont sur mon parc technologique. Ça n'a pas été simple. J'ai eu des niveaux de réceptivité qui étaient très variables. Des dirigeants très motivés et puis pris par le quotidien et par l'opérationnel ont un petit peu lâché le groupe de travail. D'autres qui ont raccroché le wagon en route. D'autres qui sont carrément dans la défiance. J'en ai un il n'y a pas très très longtemps qui m'a dit « Oh mais tu sais, moi je ne suis pas écolo ». Et donc je lui ai répondu, elle est débile ta réponse. Je dis que tu sois pas écolo, c'est une chose. Mais j'ai en tant que dirigeant, l'économie est quand même ce qui te guide, j'imagine. Et je suis en train de t'expliquer que c'est un projet qui, économiquement et en termes de souveraineté énergétique, t'assure de la sécurité. Je dis, qu'est-ce que tu viens me parler d'écologie? Oui, moi j'ai des convictions écologiques fortes et c'est mon moteur. Mais si toi, ton moteur, c'est l'économie, je te dis que même en ayant comme moteur l'économie, le photovoltaïque et encore plus en autoconsommation collective partagée, a un intérêt avec un retour sur investissement inférieur à 7 ans. C'est-à-dire, il y a un moment, si on est à peu près un bon gestionnaire d'entreprise, un ROI inférieur à 7 ans pour du photovoltaïque garanti 20 ans, on signe en fait. Et je me suis rendu compte que faire financer ce dispositif a été très facile. J'ai 2 banques. Les deux se sont positionnés à des taux très attractifs pour le financer. Parce qu'aujourd'hui, les banques ont quasiment chacune comme politique d'avoir un tiers de leurs investissements fléchés vers du vert. Donc quand on leur amène un projet d'investissement, si je dois leur montrer un investissement pour une découpe laser ou pour du photovoltaïque, ils vont se battre pour aller me financer le photovoltaïque. Donc dire qu'on ne peut pas le faire, c'est pas vrai, ça se finance très facilement. J'ai déposé une demande d'aide auprès de la région qui aide le photovoltaïque, parce que jusqu'ici le photovoltaïque était un peu le grand oublié des aides sur les sujets de la souveraineté énergétique. La région vient de débloquer, c'est très récent, ça fait 15 jours, un dispositif d'aide sur le photovoltaïque qui peut aller jusqu'à 25% de l'investissement. Moi, l'investissement que nous allons faire dans mon entreprise, il est à peu près de 130 000 euros. 25% de 130 000 euros, ça vaut le coup que je monte un dossier, très clairement. Ça améliore le ROI. C'est très incitatif. On a eu un peu de difficulté sur l'aspect réglementaire, c'est-à-dire que quand j'ai annoncé à mon assureur que j'allais faire du photovoltaïque, il s'est mis les mains au-dessus de la tête et s'est roulé en boule, comme si j'allais lui annoncer que je venais d'allumer le feu à côté de mon compteur à gaz. Et alors qu'en réalité, oui, il y a un risque, mais on le sait tous, dans une entreprise, un risque, ça se sécurise. C'est un peu, je pense que c'est le métier de tous les entrepreneurs d'ailleurs, c'est de gérer les risques. Et finalement, j'ai réussi enfin à avoir un cahier des charges. Je l'ai fourni à mon prestataire d'électricité qui va m'installer le champ photovoltaïque, qui va s'y conformer. On va respecter les règles qui nous ont été imposées, même si certaines peuvent sembler un peu restrictives. C'est le prix de la sécurité. Et ça nous permet de pouvoir faire ce projet qui devrait sortir d'ici 6 mois. Tout est verrouillé, il est financé, il est intégré, il est modélisé. J'ai le permis, donc maintenant, j'ai plus qu'à attendre d'avoir un toit pour pouvoir l'installer et pouvoir le mettre en fonctionnement. Et ça n'a pas été si difficile finalement. On ne s'est pas arrêté là. On a profité qu'on allait faire du génie civil et donc creuser des trous pour installer une cuve de récupération des eaux pluviales de 10 000 litres sur un projet d'extension qui est à peu près de 900 000 euros. C'est un investissement qui va représenter 6 800 euros. C'est anecdotique. Cette cuve, elle va me permettre d'alimenter mon process industriel parce que je consomme un petit peu d'eau dans mon process industriel. Aujourd'hui, j'alimente quand même ma découpe jet d'eau avec de l'eau potable.
Ma machine jet d'eau, elle en a rien à faire d'avoir de l'eau potable, elle a besoin d'avoir de l'eau douce, mais potable, on s'en fiche un peu. Et aujourd'hui, je coupe quand même du métal avec de l'eau que l'on peut boire. Et c'est quand même assez incongru finalement. Donc l'objectif, c'est de récolter cette eau pour l'utiliser pour la découpe jet d'eau et pour les sanitaires. On ne peut pas les utiliser pour les douches si on n'a pas le droit. Mais déjà, en réalité, on le sait bien, ce sont les chasses d'eau qui représentent le plus gros de notre consommation d'eau. On remplace notre chaudière gaz par une chaudière biomasse. Alors ça tombe bien, elle avait 15 ans. L'année dernière, elle nous a montré de gros signes de faiblesse. Donc on s'est rendu compte qu'elle était en fin de vie. Et donc on a profité que j'allais chercher des financements importants pour mon extension, pour inclure dedans le changement de cette chaudière. Cette chaudière va alimenter mes bureaux, mes locaux sociaux, mais ma prod, parce que je chauffe ma production. Alors pas à 25 degrés, mais en tout cas on assure une température d'ambiance confortable parce que je vois pas pourquoi ma comptable aurait le droit d'avoir 20 degrés dans son bureau et pas un chaudronnier. Et en réalité, avec des bâtiments bien isolés, on est isolé double pot partout maintenant, et bien entendu dans notre extension on fait de l'isolation double pot, finalement on consomme pas tant d'énergie que ça. Par ailleurs on s'est organisé de telle façon qu'on ne chauffe pas tous les espaces. Les espaces de stockage, d'entreposage, le magasin par exemple ne sont pas chauffés parce que c'est des endroits où on va très peu. On chauffe là où les gens travaillent et sont statiques finalement. Et tant qu'on n'est pas en mouvement, c'est là où on a froid finalement. Mais dès lors qu'on est en mouvement, il n'y a plus de sujet en réalité. Et donc on ne chauffe que des zones, et en ne chauffant que des zones et en ayant des bâtiments très très bien isolés, même là aujourd'hui, en n'ayant pas encore cette chaudière biomasse, mais avec un bon système d'isolation, parce que ça c'est un travail qu'on a fait l'année dernière, en surisolant, j'ai eu une facture de gaz, et je chauffe tout au gaz aujourd'hui, de 2200 € pour chauffer 300 mètres carrés de bureaux de locaux sociaux et l'équivalent de 300 mètres carrés de production, ce qui est très faible. Mais parce qu'on a une consommation qui est une consommation, je pense, plutôt raisonnée et intelligente de nos lieux. Par exemple, on a fait, c'est des tas de petites choses, mais on a installé des thermostatiques connectés. On a une salle de réunion qu'on utilise très peu. On l'utilise peut-être 2 fois 2 heures par semaine. Du coup, cette salle de réunion, elle n'est chauffée que 2 heures avant de savoir qu'on ira, parce que ça sert à rien de la chauffer à 19 degrés toute la semaine. C'est des tas de petites choses. A-t-on réellement besoin de chauffer les toilettes? Non. A-t-on besoin de chauffer nos archives? Aujourd'hui, on a des archives. Nous, on avait un radiateur dans les archives. Je me dis, mais n'importe quoi. On y va une fois par mois pour y mettre des cartons et en ressortir aussi vite. A-t-on réellement besoin de chauffer les archives? Non. On a besoin d'être hors gel, c'est à peu près tout. Donc en réalité, en utilisant un peu la technologie pour raisonner tout ça, alors les éclairages LED, mais ça j'ai presque envie de dire que c'est bateau et c'est intégré pour tout le monde, mais en ayant toutes ces démarches-là, on progresse dans nos pratiques et on se rend compte que tout doucement, les gens s'acculturent. On a fait aussi un gros travail sur les déchets. C'est un sujet qui n'est pas toujours abordé quand on parle de décarbonation de nos entreprises, mais essayer d'utiliser nos déchets comme des ressources. Nous, par exemple, tous les cartons de nos fournisseurs, on les ouvre pas à la barbare, on les ouvre bien, proprement, et on les réutilise pour les expéditions de nos clients. On récupère toutes les palettes et si besoin, on les reconfectionne sur mesure pour pouvoir les réemployer pour nos livraisons clients. Et tout ce qu'on ne peut pas réemployer en termes de déchets carton, on a acheté une déchiqueteuse, tout petit investissement, 600 €, ce qui nous permet de faire le calage dans les cartons, avec les cartons qui ont vraiment été trop endommagés et qu'on peut vraiment plus réemployer. J'ai divisé par 3 ma consommation de carton en l'espace de 5 ans, alors que j'ai quasiment doublé mon activité sur cette même période. Ce qui montre bien qu'en réalité, en faisant des petites actions, c'est plutôt pas mal. Mais je me suis heurtée forcément à des freins. Par exemple, mon magasinier qui est un petit peu toqué, qui me dit « Ah, mais du coup, j'ai des cartons vides qui traînent, ça fait moche ». Bah oui, ça fait moche. Mais on va trouver un moyen de s'organiser, on va stocker un peu mieux. Mais en attendant, c'est quand même un vivier de carton qui, en plus, est déjà fait, qui est plus rapide à emballer que le carton qui est à plat et qu'il faut refaire et c'est un petit peu complexe. On a investi également dans une filmeuse parce qu'aujourd'hui, en filmant manuellement, on s'est rendu compte qu'on consommait énormément de films plastiques. On ne sait pas encore s'exonérer du film plastique parce qu'on livre du matériel assez coûteux sur palette et on est obligé de le filmer. On a quand même une grosse consommation de plastique et même si c'est un plastique recyclé et recyclable, il faut quand même le traiter comme un déchet. Ça reste un déchet de logistique. Et en investissant dans une filmeuse, on a divisé par 2
le fait qu'on utilise moins, parce qu'en fait on filme mieux, parce que l'opération est plus simple. Et comme on a facilité le travail de notre technicien, il filme avec beaucoup plus d'intelligence que là où il le faisait dans des conditions pas toujours très agréables et en plus pas très ergonomiques. Donc là on a à la fois l'environnement qui nous remercie et le technicien qui nous remercie. On a, qu'est-ce qu'on a mis encore en place? On a essayé de mettre en place le covoiturage. Alors ça, c'est un échec, parce que je vous ai parlé que des choses qu'on a mis en place et qui ont réussi. On a essayé de mettre en place le covoiturage et ça, c'est un échec. J'ai fait une enquête de mobilité il y a 3 ans auprès de mes collaborateurs pour savoir quelles étaient leurs habitudes pour venir travailler, parce que je faisais quand même le constat qu'a priori, il semblait que j'avais une voiture par salarié sur mon parking. Néanmoins, j'avais bien identifié que j'avais des salariés qui étaient quasiment voisins. Alors nous, on est dans une bourgade de 6000 habitants à peu près. Et l'essentiel de mes salariés habitent soit en ville au Havre, soit dans des communes avoisinantes. Donc effectivement, pas très très bien desservis par les transports en commun. On a fusionné avec l'agglomération du Havre il y a 5 ans et on nous a mis à disposition des bus. On en a un toutes les heures. Et je me suis rendu compte que ces bus ne nous permettaient pas de pourvoir les besoins de nos salariés qui ont besoin d'avoir un horaire un peu plus souple que de se contraindre à attendre le bus, un seul bus toutes les heures qui met 45 minutes là où peut-être ils mettent un peu moins de temps pour rentrer chez eux. Donc on a essayé de trouver des solutions et c'est en cours. Donc j'ai travaillé avec Transdev qui est nous l'opérateur qui gère les bus sur l'agglomération havraise. Et plutôt que de subir, je leur ai demandé de me faire des propositions adaptées à la ruralité de notre site. Et en fait, on s'est rendu compte que nous, ce n'était pas des bus qu'il nous fallait, mais des minibus. Donc plutôt que d'avoir un gros bus de 50 personnes quasiment vide avec 3 personnes dedans, on était peut-être mieux à faire du minibus et à la demande. Parce que je me suis rendu compte que même si les gens avaient besoin de souplesse, en réalité, ils ont des habitudes. Et donc l'idée, c'était de cartographier les habitudes des salariés qui sont présents sur notre territoire, sur notre site. Donc je suis allée mobiliser les dirigeants autour de moi pour qu'ils fassent répondre à leurs salariés à cette enquête. On a plus de 180 salariés qui ont répondu, ce qui nous a permis de cartographier leur lieu de résidence et leurs habitudes de travail. Et ça nous a permis de déterminer qu'avec notre taxe mobilité, puisqu'aujourd'hui on affecte 2% de notre masse salariale pour financer la mobilité collective, et on a le droit, si nous on pourvoit ce service nous-mêmes directement en tant qu'entrepreneur, de ne plus payer cette taxe. Je l'ai découvert, je ne le savais pas. C'est une des rares taxes qu'on peut ne plus payer si on démontre à l'État qu'on a mis en place un service de transport en commun collectif. Et donc avec différents acteurs, on s'est dit qu'on avait les moyens de financer. On avait un budget de 200 000, ça nous dégageait un budget de 200 000 € annuel pour pouvoir financer un minibus, même 5 minibus en réalité, qui tourneraient sur des cadences adaptées aux salariés qui s'inscriraient, ce qui nous permettait de réduire de 40% le flux de voitures individuelles dans lesquelles il n'y a qu'une personne qui arrive tous les matins et qui repart tous les soirs. Donc là, on est en cours de négociation. Le projet a tellement séduit l'agglomération, en fait, que l'agglomération nous a dit « Vous allez continuer de payer la taxe et c'est nous qui allons organiser ce service pour vous selon votre cahier des charges. » Donc en fait, ils l'ont intégré à la nouvelle DSP, la délégation de services publics avec Transdev, et ils ont mis dans leur cahier des charges que pour le territoire de la commune sur laquelle on se trouvait, Transdev et les autres opérateurs qui postulent devaient proposer un service de minibus selon la cartographie qu'on a proposée. Donc ce qui montre bien que quand on se bouge un petit peu et qu'on a envie de changer les choses, on peut agir. Parce qu'on aurait pu se dire, agir sur la mobilité de nos salariés, c'est quelque chose de difficile. Mais on a contourné le problème en trouvant la solution et c'est en leur proposant la solution en réalité qu'on peut leur faire changer leurs habitudes. Alors j'ai pas encore de retour d'expérience puisque là on attend les retours de savoir qui va remporter la DSP auprès de l'agglomération du Havre, mais dans tous les cas l'opérateur avait pour objet de toute façon de faire une proposition, donc on sait qu'on aura un service de minibus qui sera adapté et j'ai hâte de voir quelle proportion de mes salariés saura transférer son transport individuel de la voiture individuelle vers le bus. Même si je ne me leurre pas, il y a des bonnes intentions et il y aura de la perte forcément dans le dispositif. J'ai un salarié l'année dernière, par exemple, qui a perdu son permis parce qu'il s'est fait contrôler positif au cannabis un vendredi matin. Il a eu 6 mois de suspension de permis. Néanmoins, il a continué à venir travailler. Il a découvert qu'il avait son voisin de marbre qui était son voisin tout court et qu'il habitait à 200 mètres de chez lui. Et pendant 6 mois, ils ont covoituré ensemble. Et il était très très fier parce que forcément...
pas très fier de m'annoncer qu'il avait perdu son permis pour des raisons pas très glorieuses. Mais par contre, en contrepartie, il m'a dit Madame Others, vous allez être super contente parce qu'on covoiture avec Alain. Il m'a dit vous avez vu, c'est bon pour l'environnement. Et je lui ai dit j'espère que quand vous aurez récupéré votre permis, par contre, vous allez continuer parce que vous avez effectivement les mêmes horaires de travail. Visiblement, vous avez l'air de vous supporter pendant 20 minutes le matin et 20 minutes le soir dans la même voiture. Mais c'est plutôt chouette. Et malheureusement, par contre, à l'issue, dès qu'il a récupéré son permis, il a repris sa voiture. Et je l'ai questionné, je lui ai dit mais pourquoi? Parce que qu'est-ce que vous avez à faire de si important en fin de journée qui fait que vous ne pouvez pas vous conformer aux mêmes horaires que votre collègue? Il m'a répondu j'ai plus la liberté de pouvoir aller déposer mes chèques à la banque. Donc là, je me suis rendu compte qu'en fait, non, on était trop loin, ça ne servait à rien que je dépense de l'énergie, on était sur un cas isolé, mais néanmoins, je pense qu'il y a quand même une proportion de gens qui vont prendre le bus, ce minibus, et que assez naturellement, avec le temps, d'autres verront les bénéfices que leurs collègues ont à pas avoir à conduire le matin, mais qui pourront plutôt bouquiner ou scroller sur Instagram s'ils veulent pendant ces 20 minutes, plutôt que d'être stressé derrière son volant de voiture, que ça se traduira de façon très significative sur le coût d'un véhicule à la fin du mois, parce que pour certains, en réalité, ils peuvent même se passer d'un véhicule. J'ai aujourd'hui la plupart de mes salariés qui ont 2 voitures à la maison et qui ne sont affectés qu'au trajet domicile-travail. C'est complètement dingue. Pour en plus, en réalité, avoir le leurre de la liberté alors que ce n'est qu'un leurre parce qu'ils font les mêmes trajets aux mêmes horaires tous les jours. Et en réalité, c'est uniquement pour l'exception, pour la différence, pour le jour où il y a le rendez-vous chez le médecin ou le petit a récupéré plus tôt, alors qu'en réalité, on trouve toujours des solutions. C'est qu'une question de bonne volonté. Et je pense que c'est aussi à nous, dirigeants, de conduire des actions et de proposer et de ne pas être passifs. Parce que si on ne les propose pas, le collectif ne se met pas en place. Et je vois bien que de fédérer les gens autour de tous ces projets-là est très difficile, que ce soit les salariés, mais les dirigeants aussi. J'ai beaucoup de mal à les mobiliser, même quand on a une agglomération qui nous finance sur notre parc technologique, un ETP. Moi, j'ai une salariée qui coordonne tous nos projets de synergie. C'est quand même incroyable. Et ça, c'est avec l'argent des impôts. Et j'ai une personne qui anime notre groupe de travail, qui nous réunit tous les mois pour qu'on discute de tout ce qu'on peut partager et mettre en commun pour améliorer le bilan carbone de nos entreprises. Et pas que. Parce qu'on met également en place de l'emploi partagé. Comme on n'est quasiment que des PME, on se partage certaines compétences. Là, par exemple, on envisage de recruter une personne en marketing, communication et community management, parce que j'ai pas du tout, dans nos PME, on n'a pas de quoi occuper quelqu'un à temps plein, et on se la partagera à 8 entreprises. Voilà, donc on est en train de mettre en place des synergies, du partage de déchets, mais on se rend compte que effectivement, ça nécessite beaucoup de bonne volonté, et il faut se mettre en marche. Mais j'ai bon espoir que quand on témoigne et qu'on présente des projets et que ça fonctionne, ça sème des petites graines et puis qu'elles produisent des résultats. Les graines, des petites graines qui vont produire des grands arbres. C'est merci. Ça. On est en plein dans la biodiversité, c'est parfait. Merci infiniment, Élise, pour ce témoignage. Et puis tout ce projet qui est en marche, hein, comme vous dites, hein, il n'est pas terminé, avec toujours des habitudes qu'on a tous. Hein, c'est vrai qu'on ne peut pas nous blâmer pour ça, mais enfin, effectivement, les mentalités vont changer, aussi évoluer. Et je pense que si le prix du pétrole de nouveau explose, peut-être que ça facilitera le covoiturage ou du moins la prise des transports en commun. Je suis intimement convaincue que la résistance au changement cédera quand les cordons de la bourse auront atteint un seuil où le coût carbone sera tellement élevé qu'effectivement on n'aura plus d'autre choix en fait. Merci beaucoup. On peut applaudir notamment pour votre action aussi et votre présentation. Merci beaucoup.